On va continuer maintenant avec le Togo. Après la Cour constitutionnelle, Fabre veut maintenant saisir les juridictions internationales. Le candidat de l'ANC avait introduit un recours devant la Cour constitutionnelle pour invalider la candidature de Faure Gnassingbé. Les recours ont été rejetés par la Cour constitutionnelle pour des motifs dont on a déjà débattu dans cette émission. Eh bien, Jean-Pierre Fabre n'en démord pas. Il veut maintenant se tourner vers les juridictions internationales. Il n'a pas justement donné des précisions sur les juridictions qu'il souhaite saisir au fin d'annulation de la candidature de Faure Gnassingbé. Mais en même temps, Magloire Kenvi, vous comprenez pourquoi Jean-Pierre Fabre, j'allais dire, s'acharne sur ce dossier? Ben, je ne saurais le dire. En tout cas, avancer les vraies raisons. Lui, c'est un acteur politique. Moi, je suis journaliste. Il pose les dates et les actes. Je constate et je fais mes analyses. Sur le sujet, je reconnais que je ne suis pas juriste. Et je reconnais également que le président de l'ANC se fait entourer par d'éminents juristes. Et donc, fondamentalement, j'estime que certainement, il y a de la matière. C'est pourquoi la démarche. Et je l'avais dit la semaine dernière, mais ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Je l'ai dit, quand vous voyez un peu le recours tel qu'il a été formulé, c'est véritablement, je l'avais dit pour en tout cas égayer un peu l'ambiance, c'est comme le président de l'ANC devant les journalistes le jour-là, c'était comme un professeur devant les étudiants en train de faire un cours en droit public ou en droit constitutionnel. C'est pour vous dire que c'est vraiment un sujet qui, à mon avis, est profond. Et si on veut rentrer dedans, on sait que les sujets d'ordre juridique sont toujours sujets, en tout cas, à plusieurs interprétations. Et on ne va pas pouvoir s'en sortir aujourd'hui. C'est pour cela que je disais l'autre fois, en tout cas sur le plan juridique, on peut trouver qu'il y a de la matière. Mais est-ce que politiquement, c'est tenable? C'est ce que je disais. Parce que voyez-vous, d'abord, le président de l'ANC, il est candidat actuellement, il est dans la course. Et c'est la Cour constitutionnelle là qui a validé son dossier. Ça, c'est un aspect. Maintenant, si on prend également la composition de la Cour constitutionnelle actuelle, on sait que c'est composé en tout cas d'un représentant des avocats, d'un représentant des magistrats, d'un représentant des professeurs de droit. Voilà, des universitaires et en tout cas deux magistrats de renommée, d'expérience. Et parmi eux tous, c'est le chef de l'État qui choisit le président. Voyez-vous, là, nous sommes purement sur un terrain politique. Et c'est pour cela que je disais, est-ce que politiquement c'est tenable? Parce que vous dites, vous faites un recours auprès de la Cour pour invalider la candidature du chef de l'État. Et au même moment, vous faites encore un recours pour récuser deux juges, dont le président. Le président, il est nommé par le président de la République. Et le président, en tout cas le président de la Cour constitutionnelle, naturellement, il agira en tant que tel. Nous sommes sur un terrain purement politique. C'est pour ça que je comprends un peu le sujet lancé par l'ANC, mais je me dis, ça va être difficile que ce parti ait qu'un de cause. D'ailleurs, hier, jeudi, le parti a sorti un communiqué pour dire qu'il n'est pas d'accord avec la décision de la Cour parce que selon le parti, la Cour n'a pas jugé son recours sur le fond. D'accord, Ibrahim. On verra parce qu'on pense aller au niveau de l'international, notamment à la Cour de la CEDEAO, mais je suis pessimiste, mais je vais attendre pour voir si ça va donner. Ibrahim, c'est vrai que quand on lit la décision de la Cour qui a rejeté les recours de Jean-Pierre Fabre, quand on lit, ça a du sens, cette décision-là. Non, évidemment. Et lorsque M. Jean-Pierre Fabre a fait sa sortie, j'étais avec certains confrères et nous nous sommes dit que consciencieusement, lui-même, il connaissait déjà l'issue de cette requête, ce que la Cour constitutionnelle allait répondre, allait donner comme réponse à sa requête. Et il n'est pas surpris et que sa requête soit irrecevable au niveau de la Cour constitutionnelle, d'autant plus que, ayant été lui-même
député et ayant été aussi à l'initiative à l'étude de certaines lois au niveau du Parlement, il sait pertinemment que au niveau de la Cour constitutionnelle, les décisions de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Et ce qui relève comme comment l'appelle-t-on la requête, ce qui soulève comme problème, ce sont des problèmes qui sont déjà tranchés par la Cour constitutionnelle. Et du coup, il n'y a plus de moyens pour pouvoir attaquer ce que la Cour constitutionnelle a eu à prendre déjà comme décision. Et l'autre aspect de la chose, c'est que quand vous lisez la réponse de la Cour constitutionnelle, il y a un travail pédagogique qui s'est glissé dedans. La Cour constitutionnelle allait même jusqu'à dire que si M. Jean-Pierre Fabre avait fait des recours par rapport aux conditions d'organisation des élections, peut-être ils auraient pu constater. Parce que dans les faits, quand on prend le code électoral, un candidat ne peut rester devant la Cour que sur ce qui concerne l'organisation des élections. C'est ce que dit le code. Bien évidemment. Et en le disant, lorsque la Cour constitutionnelle le disait, c'est que implicitement ou bien insidieusement, la Cour constitutionnelle voudrait dire à M. Jean-Pierre Fabre qu'au lieu de s'acharner sur un adversaire, au lieu de chercher à mettre hors course un adversaire que peut-être il trouve dérangeant, il ferait mieux plutôt de demander à ce que s'il trouve des situations qui ne sont pas assez confortables par rapport à l'organisation du processus, et il pouvait soulever ces situations-là, ces inquiétudes-là, et peut-être qu'il y aurait des solutions à apporter pour améliorer le processus électoral. Donc maintenant qu'il ne s'est pas attaqué à ce problème, mais il demandait à ce qu'il y ait invalidation de la candidature d'un de ces challengers. C'est comme s'il optait pour un raccourci pour pouvoir venir au pouvoir. Alors qu'en réalité, quand on est candidat, ce qu'on doit faire, c'est plutôt d'investir le terrain. C'est aller travailler, c'est aller mobiliser l'électorat. C'est de tout faire pour que l'électorat vote pour vous. Mais quand vous vous acharnez sur un candidat, vous demandez à ce qu'on le mette hors course, sur le plan même éthique, politique. Il y a un souci. Alors Vivien, Vivien, mais est-ce qu'il y a quand même qu'il change quand même de rythme? Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner pour Jean-Pierre Fabre dans ce dossier-là, qu'il poursuit avec beaucoup d'acharnement? Tout d'abord, il faut saluer le travail scientifique fait par le parti ANC et ses conseillers dans le domaine juridique. Et puis dire aussi qu'on aurait dû commencer par là, c'est-à-dire qu'au lieu de crier fort Masgo, on aurait pu faire ce travail scientifique et faire des recours. Ça allait économiser beaucoup de choses. À l'époque, il ne pouvait pas faire de recours. Et justement, j'ai eu la chance de participer à la conférence de presse de M. Jean-Pierre Fabre et je lui ai posé 3 questions. Bon, j'ai eu en partie des réponses. Et sur la question du principe, je lui ai demandé, M. Jean-Pierre Fabre, vous êtes aujourd'hui compétent pour demander ou pour faire des recours, justement parce que la Cour constitutionnelle vient de valider votre candidature. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème quand vous demandez à la même Cour constitutionnelle qui a validé votre candidature, vous donnant le droit de faire des recours, d'abord de vider les planchers? Il demande il récuse 2 juges. Deux membres de la Cour constitutionnelle. Amados Djoko et Aboudou Assouba. Et l'ANC a dit même le jour de la conférence de presse que ces 2 sont à la Cour constitutionnelle depuis 1998. Alors, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a décidé effectivement de rejeter les 2 recours. Le premier recours par rapport à l'invalidation de la candidature de M. Faure Gnassingbé, le président sortant, et le deuxième recours par rapport à la récusation de 2 membres de cette même Cour. Et Jean-Pierre Fabre, M. Jean-Pierre Fabre nous avait déjà averti le jour de la conférence de presse qu'au cas où la Cour constitutionnelle rejetait son recours, et on lui a posé la question, donc vous savez que ça sera rejeté, évidemment. Il le savait. Et qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, bon,
on va faire des recours au niveau international. Et il a donné le cas des députés qui étaient de l'Assemblée nationale. Il a parlé de la francophonie et sûrement aussi de la CEDEAO. Aujourd'hui, ce qu'il faut saluer, c'est ce travail scientifique qui économise un peu l'énergie. On n'est pas obligé de faire des tapages dans la rue. On fait un recours devant la juridiction. Maintenant, la décision de la Cour constitutionnelle est claire. Vous ne pouvez pas demander en plein match parce que les équipes sont déjà rentrées sur le terrain. On attend juste le coup de sifflet pour commencer et vous allez dire maintenant, sortez Monsieur Messi pour qu'on puisse bien jouer. Alors, l'arbitre ou la CAF vous dit non, on ne sort pas Monsieur Messi. Vous allez jouer avec lui, trouver d'autres moyens pour pouvoir le battre et marquer votre but. Alors aujourd'hui, est-ce que au niveau international, Monsieur Jean-Pierre Fabre et l'ANC auront gain de cause? Ce serait vraiment un miracle parce que la Cour constitutionnelle est légitime de prendre cette décision et aucune juridiction internationale, soit-elle, ne peut demander à la Cour constitutionnelle d'abord de se contredire, ensuite de démissionner ou de faire l'invalidation de la candidature. Magloire, on sait que les délais devant les juridictions internationales sont très longs. Même si vous demandez une procédure d'urgence, ce que vous pensez d'urgence, ça peut prendre plusieurs semaines. On vote le 22 février. Alors, moi j'ai comme l'impression que nous allons devant les juridictions internationales, c'est plus de la communication qu'on fait. C'est malheureusement ce que pensent beaucoup de gens. C'est-à-dire que oui, pendant longtemps ou pendant quelques jours, on ne parlait que d'un candidat. Il faut faire aussi acte de présence pour dire aux gens, mais nous insistons ici. Parce que fondamentalement, oui, comme les uns et les autres l'ont dit, les décisions de la Cour sont inattaquables. Et on le sait peut-être tel, mais on décide également de vouloir continuer le processus sur le plan international pour voir ce que ça va donner. Comme je l'ai dit, moi, je ne dirais pas que ça ne donnera rien, mais je suis pessimiste. J'attends pour voir. Mais en même temps, je me dis, oui, est-ce qu'en réalité, on ne peut pas faire économie de tout ça pour pouvoir attaquer le travail sur le terrain? Parce que les campagnes, ça démarre dans une semaine, le 6 février, les campagnes démarrent. Est-ce que se lancer, n'est-ce pas, dans ce débat-là, on sera, voilà, ce débat juridique, et susceptible d'interprétation qui va aller d'interprétation. Mais c'est de droit, ils sont libres de le faire. Ils sont libres, c'est ce que je dis. Quelles seront les c'est pas une perte d'énergie. C'est ce que je dis. Est-ce que honnêtement, ce ne serait pas bien pour le parti d'attaquer le travail sur le terrain en remobilisant? Ça trouve. Ils sont sur le terrain. Monsieur Fabre était. Je ne refuse pas. Sur le terrain, je ne refuse pas. Mais on gagnerait mieux à concentrer les énergies sur place que d'être sur deux fronts, à Lagos et à Lomé, ou un peu partout, ou à Paris, ou à Londres. Moi, je pense qu'il y a. Non, laissez-le terminer. J'estime que oui, ils sont dans leur droit de réclamer ce qui, en tout cas, selon eux, leur revient de droit. Mais je pense également, en tant qu'observateur, que le parti gagnerait mieux à travailler, à remobiliser sa troupe. Et j'étais bien satisfait quand j'ai vu le président de l'ANC au marché de Bain en train de mobiliser les bonnes dames qui ont même, en tout cas, assuré leur vote à l'ANC. C'est intéressant. Mais ce qui est curieux, et les gens le disent, c'est qu'il est en territoire conquis. Il vaut mieux qu'il aille ailleurs. Ah oui, mais en politique, la répétition, oui, mais on ne perd rien. En tout cas, il veut être sûr. Il veut être sûr. Il vaut mieux être sûr de ce qu'on a sous la main que de aller chercher ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas. Vous voulez placer un mot rapidement? Oui, moi, ce que j'attendais plutôt de l'ANC, c'est plutôt qu'on essaie de parler du fait que la Cour constitutionnelle soit aujourd'hui composée de 7 personnes au lieu de 9. Ouais. Ça, peut-être au niveau international, on pourrait avoir au moins une condamnation des juridictions internationales qui pourraient dire, mais écoutez, vous aussi, vous devez être conforme à vos propres tests. Mais les juridictions internationales ne peuvent pas dire, par exemple, aller changer de président de la Cour constitutionnelle, il faut que le président de la Cour constitutionnelle démissionne. Non, il peut y avoir juste des avis, il peut y avoir des condamnations qui
n'auront même pas d'effet. D'ici là, on aura déjà fait les élections, on aurait déjà eu un nouveau président. Donc, bon, je crois que c'est un travail qui essaie d'économiser l'énergie par rapport aux marches, mais en même temps aussi, il fallait plutôt attaquer, à mon sens, sur le plan de, nous devrons avoir 9 membres de la Cour constitutionnelle, nous en avons 7, ça nous cause un problème. Nous aimerions qu'il y ait les 9 avant qu'on ne commence la compétition. Ça, c'est possible, et la Cour serait obligée de choisir vraiment les mots pour répondre, même s'il peut y avoir rejet, parce que normalement, le Sénat était censé envoyer les 2 et le gouvernement était censé faire tout et tout pour que le Sénat puisse exister, pour être capable d'envoyer les 2 personnes. Mais quand on parle d'invalider la candidature d'un challenger, quand on parle d'invalider la présence même d'un membre ou de 2 membres de la Cour, y compris du président, je crois que ça ne donnera pas beaucoup de résultats, à moins d'un miracle, peut-être des condamnations, peut-être un avis, mais ça ne s'impose pas aux États, parce que chaque État est souverain, chaque État peut gérer effectivement sa constitutionnalité. Chaque État veille effectivement. Justement, par rapport à la chute de Vivien, on est en matière constitutionnelle et chaque État a ses règles. Est-ce que vous imaginez une juridiction intimer l'ordre au Togo de revoir tel côté de sa constitution? Non, je ne pense pas, parce que quand il faut parler de la constitution togolaise, les Templiers, comme on les appelle, c'est la Cour constitutionnelle. Ce sont les membres de la Cour constitutionnelle qui peuvent donner un avis sur certaines décisions prises, si ces décisions sont en adéquation avec notre constitution. Non, mais sur le plan international, je ne vois plus de juridiction qui puisse se prononcer sur la constitution togolaise, étant entendu que ce sont les Togolais qui ont adopté cette constitution et non quelque chose qui a été fait en adéquation avec les tests au niveau communautaire ou bien les tests ou bien tout ce que nous appelons les conventions et tout ça là. Donc c'est les Togolais qui ont rédigé leur constitution et ils ont soumis ça à la représentation nationale et qui a fait le travail de modification. Et ça s'arrête là. Nous avons notre souveraineté, c'est un État qui dispose en tout cas je peux dire que toutes ces prérogatives, donc il serait maladroit quand même qu'il y ait un problème qu'on dise qu'une autre juridiction, et quelle juridiction qui va statuer sur la constitutionnalité de l'affaire soulevée par l'ANC. Donc l'ANC sait pertinemment que ça ne peut pas aller, et à mon avis c'est que comme cela a été le cas dans le cadre des 9 députés de l'UFC qui ont été remplacés, et c'est une compensation financière que les gens sont en train de chercher, parce que quand il y a condamnation, on demandera à l'État de verser telle somme et tout ça là. Bon, moi, je me dis que mais à la matière, personne n'est lésé. Par rapport au recours, il y a pas. Bon, dans le cas de 9, il y avait des gens lésés, donc on leur a versé leur argent, ils étaient très contents. Mais là, sur ce recours, il y a personne je ne sais pas si la candidature de Faure a lésé Jean-Pierre Fabre en quoi que ce soit. Jean-Pierre Fabre dira que c'est parce qu'il y a Faure Gnassingbé que le résultat était autre que ce qu'il aurait voulu que ce soit. Donc vous comprenez. Donc par rapport à l'investissement fait pour la campagne, par rapport à l'effort déployé, il peut demander compensation. Par rapport à... Même par rapport à pour demander qu'on refuse 1 ou 2 membres de la Cour constitutionnelle, il aurait fallu qu'il y ait vraiment d'autres raisons plus valables, comme par exemple le constat d'un flagrant délit d'un membre de la Cour constitutionnelle. Si vous ne pouvez pas A plus B que ce membre de la Cour constitutionnelle vient de tuer un homme à sang-froid ou a fait tel acte grave en plein exercice de son mandat, on peut être appelé à revoir la composition. Mais si vous dites par exemple que tel a duré alors que depuis 98, le mandat n'a jamais été limité à la Cour constitutionnelle. Voilà. Donc il faudra tenir compte de cela. Donc au niveau des juridictions internationales aussi, on tient compte de beaucoup de choses. Je me rappelle quand on était en Suisse où le Togo devrait présenter un rapport devant les Nations Unies, et il y a eu des injonctions. La délégation togolaise a dit attention, vous ne nous faites pas des injonctions, vous pouvez donner votre avis. Et sur ce point, nous répondons notamment sur l'homosexualité. Et le ministre Aoumé Zounou et le ministre Yakoubou ont répondu en même temps que sur le plan de l'homosexualité, nous disons non. Et nous vous le disons en même temps. On n'a même pas besoin de nous imposer. Bon, ça, nous applaudissons. Voilà. Donc, je crois que ce soit devant les Nations Unies, que ce soit devant nos institutions sous-régionales, effectivement, on peut donner
à vie, on peut condamner, mais ça n'a pas d'effet direct. Oui, mais vous pensez à y réfléchir sur la Constitution, une juridiction peut donner un avis? C'est la Constitution de l'État. Il y a des actes très graves. Oui, parce que moi si je regarde la Constitution, c'est-à-dire si la Constitution permet, par exemple, à un citoyen lambda de la saisir, mais indirectement, quand vous êtes devant une juridiction et qu'on vous oppose un test que vous jugez anticonstitutionnel, on dit vous soulevez cela et in limine litis et on sursoit statuer, on saisit la cour. Là, si on ne vous rend pas justice, il faut saisir les juridictions internationales pour dire on m'applique un test qui n'existe pas dans la Constitution et on vous fera droit. Mais là, saisir pour demander que tel test de la Constitution est anticonstitutionnel ou de recuser des membres, il y a problème là. Moi j'ai du mal à cerner, je ne sais pas. Le problème aussi qu'il faut soulever dans cette affaire, c'est que la Cour constitutionnelle, selon les informations que nous avons eues, a eu à se prononcer sur la révision constitutionnelle, ce qui s'est passé. Et, oui, a donné son avis. C'était constitutionnel, conforme. Et donc, sur le problème même de la constitution togolaise, il n'y a plus, en tout cas à mon avis, par rapport à la décision rendue par la Cour constitutionnelle, il n'y a plus à revenir sur certaines dispositions de cette constitution. Alors, on va écouter Magoula qui est resté silencieux assez longtemps. Je pense qu'on peut même accuser la Cour constitutionnelle de beaucoup de choses, mais il faut reconnaître aussi que la Cour constitutionnelle dit le droit et quand il le faut. Et je me rappelle qu'il y a des partis politiques de l'opposition qui ont fait des recours et la Cour constitutionnelle, la même Cour pratiquement, a donné raison effectivement à ces partis politiques. Oui, bien sûr, on ne l'a pas trouvé partisan. Et par rapport à la constitutionnalité de la loi, la Cour constitutionnelle a fait des remarques à l'Assemblée nationale sur telle loi de par le passé. Aujourd'hui, je pense que l'ANC et les autres partis qui sont d'accord avec l'ANC sur ce problème gagneraient à se tourner vers le côté de nous voulons 2 autres membres pour s'ajouter à la Cour pour faire le 9, mais demander l'invalidation de M. Fornia Singbe ou du candidat Tikpia Tchadam, où il n'est pas dedans, ou un autre, je ne suis pas sûr que ça donne un résultat probant, et du moins pas avant le 6 février ou le 22. Mais les confrères ont suffisamment donné des explications. C'est vrai, nous sommes des journalistes, peut-être eux à leur niveau, ils ont une autre lecture de la situation, mais fondamentalement, moi je crois que oui, le problème tel que posé a une forme certes juridique, mais c'est purement politique. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils savent que nous jouons sur un terrain politique. On sait qu'on n'aura pas gain de cause, mais on aura posé un acte. Et donc, en tant que tel, nous disons, oui, on a fait ce qu'on peut faire, mais moi, je le dis tout simplement qu'on gagnera encore mieux en allant directement sur le terrain parce que les militants de l'ANC à Dapaon, à Kara, à Sokodé, ils attendent un signal fort de leur parti, de leur président. Ça, je ne refuse pas. Mais le moment même, il est propice. Au cours de la conférence de presse, M. Fabre a condamné le fait que certains candidats aient déjà commencé la campagne. Et on ne dit rien. Bon, alors là, c'est la campagne. Et je rappelle que l'ARAC a déploré la dernière fois le fait qu'il n'y ait plus de dispositions réglementant effectivement la pré-campagne. Avant, il y en avait, mais aujourd'hui, dans nos tests, il y en a plus. Et je rappelle aussi une réponse de l'ANC par rapport à cette histoire de la Cour constitutionnelle. L'ANC dit, nous demandons la réputation de 2 membres de la Cour constitutionnelle. Nous ne demandons pas ça aux membres de la Cour constitutionnelle, mais nous demandons cela à l'institution que constituent les membres de la Cour constitutionnelle. D'accord. Messieurs, il reste 3 minutes. On va passer aux notes que nous attribuons chaque vendredi de 1 à 10 pour une personne, un acte, en tout cas qui vous aura marqué dans la semaine. Magoula Kenvi, à qui, pourquoi vous donnerez combien sur 10 Je donne 0 sur 10 au ministre en charge de la santé.
parce que vous n'êtes pas sans savoir que le moment actuel, il y a le coronavirus. Le virus coronavirus. Voilà, qui défraie la chronique. Oui. Et l'OMS a mis en alerte toutes les nations du monde, y compris notre pays, le Togo. C'est de bonne guerre. Le gouvernement togolais, à travers le ministère de la Santé, a sorti un communiqué pour donner des instructions fermes aux citoyens. Ça, on a applaudi. Mais en même temps, on donne un numéro pour pouvoir appeler les services techniques du ministère quand il y a peut-être un cas suspect. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que depuis lors jusqu'à ce jour, vous appelez le numéro là, il n'y a pas de répondant. Alors que ça voudra dire que si vous trouvez un cas suspect à Dapaon, Ouakara, Sokori, Alomé, Anego, vous appelez le ministère, vous ne trouverez personne. Et donc, on ouvre la voie à la maladie de pouvoir peut-être décimer la population togolaise. Rien que pour ça, je donne 0 sur 10 au ministre de la Santé, M. Midi Awa. Ibrahim Acha. Bon, moi, je donne 7 sur 10 au président Faure pour l'initiative de la lutte contre les faux médicaments et les médicaments falsifiés. J'aurais pu donner 9. Mais je me suis réservé de donner 9 parce que quand on prend des décisions, il faut aussi chercher des alternatives. Parce qu'il ne sert à rien de dire qu'on ne veut plus qu'il y ait des médicaments, des faux médicaments sur le marché, alors qu'on n'a rien prévu sur le terrain. Parce que quand vous allez à Tcharkmanga aujourd'hui, vous ne voyez pas une officine, vous ne voyez pas de pharmacie. Alors on refuse qu'on vende ces médicaments relatifs. Alors quand vous avez le mal de tête, par exemple, si vous avez 25 francs dans votre poche, vous pouvez acheter du paracétamol. Mais avec 25 francs, vous ne pouvez pas aller à la pharmacie acheter du paracétamol. Donc, moi, je souhaiterais qu'il y ait encore des actions sur le terrain. Didier, rapidement. Oui, j'aimerais juste donner encore 8,5 à nos forces de sécurité et de l'ordre, avec à la tête le général Yak, le ministre de la Sécurité, pour les efforts qui sont fournis en vue de sécuriser le pays et de lutter efficacement contre le terrorisme. D'accord. Merci messieurs d'être passés dans cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis.